Vladimir Poutine a envoyé un signal clair. Sur LCI, le président polonais appelle l'OTAN à s'unir face à Moscou. À l'heure où la Pologne voit la menace russe s'accentuer, une situation qui pousse Varsovie à demander à l'OTAN d'activer l'article 4 du traité atlantique. Un texte qui prévoit que les alliés se réunissent dès lors que l'une des parties se trouve menacée. Il s'agit là de la dernière étape avant le déclenchement d'une possible riposte militaire. En testant l'OTAN, la Russie menace la Pologne, les pays baltes. À qui le tour? C'est la question que nous posons à l'heure où certains experts parlent de la tactique de tranchage de salami pour expliquer l'avancée de Poutine à petits pas en Europe. Laura Pouget, qu'est-ce que c'est? C'est le Kiev Independent qui l'écrit, Marie-Aline, et la définit ainsi, en propose une définition. Regardez, écoutez. C'est une méthode permettant d'atteindre un objectif plus vaste au moyen d'une série de petites actions progressives, chacune soigneusement calibrée pour éviter de provoquer une réponse forte. Selon le journal ukrainien, cette tactique menace désormais la Pologne et les États baltes. Et l'une de ces actions progressives serait bien sûr l'intrusion des 19 drones russes dans le ciel polonais la semaine dernière. Cette intrusion a provoqué des dégâts limités, une maison endommagée dans l'est du pays, mais mercredi dernier, Varsovie, vous la voyez, cette maison endommagée, mais mercredi dernier, Varsovie s'est tout de même bien réveillée en état d'alerte. Aéroport fermé, réunion de crise du gouvernement, condamnation de l'Union européenne, puis lancement par l'OTAN de l'opération Sentinelle orientale pour renforcer la défense de son flanc ouest. L'organisation ne s'est cependant pas prononcée sur le caractère intentionnel ou non de l'intrusion russe. Sur ce sujet, l'enquête est toujours en cours, soit une réaction trop modérée du point de vue ukrainien. On en revient à la définition de la technique du tranchage de salami faite par le Kiev Independent. Alors pour étayer ces démonstrations, Laura, le journal ukrainien fait référence aux exemples passés, dont le plus immédiat et le plus parlant pour tous, l'action russe en Ukraine depuis 10 ans. Le Kiev Independent rappelle que tout a commencé en 2014 quand la Russie a annexé la Crimée et lancé la guerre du Donbass. Première étape du salami. Selon les Ukrainiens, la réaction des Occidentaux a alors signalé à la Russie qu'une nouvelle escalade était possible. Deuxième étape. 8 ans plus tard, Moscou a déclaré la guerre à Kiev. Troisième étape et point d'achèvement de la technique du salami. Sauf que cette fois, réponse il y a eu. Le journal ukrainien le reconnaît. En 2022, les ambitions de Vladimir Poutine en Ukraine sont devenues trop visibles pour ne pas susciter le choc et les réactions internationales. C'est la limite, Marie-Aline, de la technique du salami. Pour qu'elle continue de fonctionner, il faut le trancher petit à petit et non le dévorer entièrement, surtout pas. Mais le Kiev Independent alerte sur le fait qu'ayant longtemps fait ses preuves, la technique reste tout à fait réutilisable par la Russie et liste donc les pays qui pourraient en être les prochaines cibles. La Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie. Poutine n'a pas besoin d'envoyer des vagues de chars et de troupes vers Tallinn, déclare un des spécialistes interrogés. Il doit simplement prouver que l'article 5 est inefficace. Merci Laura, c'est extrêmement intéressant ce que nous raconte Laura, ce que nous dit cet article. Général Chevancier, à partir de quel moment on estime qu'il faudra réagir? D'abord, on a une démonstration de stratégie. Une stratégie complète que les Européens aujourd'hui ne semblent pas être capables ou en mesure de mettre en place. Donc, quand vous parlez de réaction, qu'est-ce qu'on a fait depuis ces drones et autres actions? La réaction, on l'a un petit peu pressentie, mais sans qu'elle soit vraiment totalement affirmée, c'est en fait déterminer un état-major de force du niveau de l'OTAN qui assure la coordination de l'ensemble des moyens militaires pour assurer la protection du front de l'Est. Ça, c'est une chose claire, nette et précise. Et pour répondre, je dirais, avec détermination face à effectivement cette technique du salami pour affaiblir finalement tout l'ensemble, mais qui n'est pas uni en fait. Vous voyez bien qu'on a des discours un peu divergents. Donc, pour obliger finalement à avoir un discours cohérent, il faudrait que l'OTAN assume complètement sa défense de l'Europe à l'Est, avec un vrai commandement, qui est facile à nommer, vous nommez ça à Brunssum, il y a un état-major qui est fait pour ça. Vous le mettez en place et vous lui donnez les moyens, et là vous affichez nettement que vous assurez la protection. Si vous ne le faites pas, eh ben, finalement, la technique du salami marche bien, puisqu'on continue à se disputer. Un peu de pétrole par-ci, un peu de gaz par-là, un peu d'équipement. Là, je peux plus, je suis pas d'accord. Non, il y a un moment. Et finalement, à quoi arrive-t-on? On arrive à dire qu'il n'y a que l'OTAN aujourd'hui qui peut assurer une coordination efficace, sinon une vraie réponse. Mais j'ai l'impression qu'on ne veut pas lui donner ce pouvoir. Alors peut-être parce qu'il y a les Américains dedans, mais je pense que ce n'est pas le sujet. L'OTAN en tant que telle, c'est la défense du continent européen. Et le pouvoir, on ne lui a pas donné, et on ne lui a pas donné non plus le pouvoir de mettre en œuvre. Donc,
il doit y avoir des réticences intérieures, parce que l'OTAN ne fait que ce que l'ensemble a bien voulu lui donner. Ça veut dire qu'à l'intérieur, vous avez déjà des divergences. Et qu'est-ce que montre la technique du salami là? Effectivement, de son position de faiblesse. Campiance, l'ancien ministre. Oui, c'est même à l'époque soviétique déjà qu'on parlait de la politique de Salami, de la stratégie de Salami pendant la guerre froide. En fait, Poutine n'invente rien. Il fait juste ressort les anciennes méthodes soviétiques. À l'époque aussi, le but de l'Union soviétique, c'était de créer des divergences à l'intérieur de l'OTAN entre les Américains et les Européens. Désormais, il essaye de créer des divergences entre les Européens de l'Est ou du centre et les Européens de l'Ouest. Donc l'affaiblissement de l'OTAN est toujours leur objectif, et aussi montrer la faiblesse de crédibilité de l'OTAN. L'OTAN est fondée sur l'article 5, donc c'est la crédibilité de l'article 5. Donc, essayant de provoquer à la marge, donc notamment en Estonie, dans la ville de Narva, on a parlé en 2014 déjà d'une possibilité de déstabilisation dans cette ville à la frontière russo-estonienne qui est à 90% peuplée des Russes. Et il y avait des plans où, en tout cas, les Russes auraient pu envahir cette ville, seulement cette ville. Et s'il n'y avait pas eu de réaction de l'OTAN, la Russie aurait gagné la guerre contre l'OTAN. Et à l'époque, heureusement, on s'est réveillé et le président Obama, pour une fois, avait eu un langage assez fort, donc les Russes se sont arrêtés. C'est ce qu'il faut maintenant, il n'y a que la fermeté qui compte, la solidarité de tous les membres de l'OTAN, sinon, évidemment, il s'engouffre à chaque fois, parce que Poutine, il ne peut pas arrêter cette guerre pour plein de raisons, y compris pour des raisons de politique intérieure et économique. Donc il est là pour longtemps, pour partir, pour faire la guerre pendant longtemps, et c'est à nous de l'arrêter, sinon il ne s'arrêtera pas. Adina Revol. Je trouve qu'il teste en fait l'engagement américain dans l'OTAN, parce qu'il sait que depuis le 20 janvier, ça flanche, et donc c'est ce qu'il teste. Et il se trouve que Poutine a attaqué de manière hybride la Roumanie. Maintenant, c'est officiel. Hier, le procureur général de Roumanie a montré des preuves. Et d'ailleurs, celui qui a accompagné Călin Georgescu, un mercenaire, demande l'asile politique en Russie. Donc, juste pour vous dire, l'attaque hybride est partout. Il y a des élections en République de Moldavie le 28 septembre. Là, ça veut dire que si le pro-russe arrive au pouvoir, l'armée de Vladimir Poutine, qui est déjà stationnée en Transnistrie, est aux frontières de la Roumanie, qui est déjà attaquée par un drone. Il y a un autre drone qui est tombé il y a 2 ans. On n'a pas fait beaucoup de publicité là-dessus. Donc, en fait, il y a une question d'attaque hybride, c'est la tactique de Salami, qui est en œuvre partout dans l'Union européenne. Quand on parle d'attaque hybride, c'est l'attaque de Salami également. La France... J'ai vu une communication du ministère des Affaires étrangères. Elle est devenue le 2e pays le plus attaqué au monde. Et la Russie l'attaque de manière très claire et nette. Pourquoi ? Puisque, en fait, aujourd'hui, la France est un fer de lance dans la lutte contre le pouvoir au Kremlin. Eh bien, la preuve par l'image que vous avez raison, Adina Revol. La télévision russe ne cesse de menacer la France directement. Regardons ensemble cette séquence. Si je comprends bien, Macron veut entrer dans l'histoire de France en tant que dernier président. Mais il n'y aura personne pour écrire l'histoire de France en cas de guerre nucléaire. Nous le ferons. Le fait est qu'avec de telles mesures, il se rapproche de plus en plus du moment où sera lancée une frappe nucléaire, soit sur l'Ukraine, soit sur la Pologne, où toutes ces forces seront déployées. Nous commencerons avec des armes nucléaires tactiques. D'ailleurs, je voudrais poser une question aux responsables politiques et aux militaires occidentaux. Vous êtes en train de rapprocher ce moment. Et quant aux déclarations, ils n'oseront pas. Je dis nous oserons. Vous n'aurez pas le temps de vous en rendre compte. Ce n'est pas un hasard si cette attaque intervient maintenant. On a Keir Starmer qui est à Londres pour convaincre Donald Trump de ne pas lâcher l'Ukraine. On a un débat en Europe, les opinions publiques, sur le soutien qu'il faut apporter à l'Ukraine. Et pour essayer de saper ce soutien ou pour attiser les divisions, on a la télévision russe, les propagandistes qui disent attention, on se rapproche d'une frappe nucléaire pour faire peur.
Oui, c'est pour essayer évidemment d'affaiblir le soutien occidental à l'Ukraine. Ils font ça depuis le début et à chaque fois, c'est vrai que quand ils remettent le mot nucléaire, c'est pour une volonté d'intimider encore davantage. Généralement, à des moments, c'est vrai, très précis, stratégiques, où en effet, ça peut basculer dans un sens ou dans l'autre. Pour le moment, quand même, les derniers sondages en France montrent un soutien à l'Ukraine. Il n'y a pas un essoufflement véritablement du soutien à l'Ukraine. Mais c'est vrai que dire attention, vos dirigeants jouent avec le feu, ça devient un jeu trop dangereux de pointer Emmanuel Macron, parce que pareil, les Russes ont quand même le nez sur toutes les actualités françaises. On voit bien aussi l'impopularité du président français. Donc l'idée de le décrédibiliser, de dire attention, il vous emmène vers l'abîme, tout ça va se terminer très mal et nous sommes sérieux, c'est une façon d'essayer de peser sur le débat public. Oui, tout à fait. Alors si le débat public, justement, moi je ne comprends pas pourquoi certains partis politiques français qui peuvent être en désaccord avec le président, avec le gouvernement sur plein de sujets, mais quand il s'agit des sujets tels que les sujets géopolitiques ou de la sécurité du pays, de la nation ou de l'Europe, pourquoi ils ne s'affichent pas plus, ils ne sont pas plus motivés de montrer que justement là-dessus, ils ne diviseront pas le pays. Moi j'entends des discours parfois de certains leaders, je ne vais pas nommer, dans leurs manifestations, devant leurs militants, dire que c'est la France qui cherche l'affrontement et que on est trop belliqueux, qu'on est pour l'escalade. Bon, l'intrusion des drones en Pologne, c'était l'escalade assumée par la Russie. Et une dernière chose, quand les Russes parlent d'une guerre nucléaire ou de l'apocalypse nucléaire, n'oublions pas que leur président, avec Xi Jinping, il parlait comment vivre jusqu'à 150 ans. Et donc son défi, il ne pense pas du tout de mourir demain en martyr dans un apocalypse nucléaire. Il est concentré comment rester le plus longtemps possible, comment jouir de ces milliards, de son train de vie et de cette drogue qu'il prend par le pouvoir. Il n'est absolument pas dans une imagination, dans une perspective de mourir. Ah oui, c'était une séquence qui faisait froid dans le dos, les deux qui s'imaginaient immortels. Alors, ils disent qu'on est prêt à mourir en guerre nucléaire, etc. Bon, c'est pas vrai. Général Chavancy. Enfin, ça, c'est les propagandistes. Je crois qu'on a largement les moyens de permettre à Poutine de rejoindre son créateur plus rapidement. Donc, on a quelques moyens quand même, il ne faut pas les oublier. Voilà, donc on est dans la propagande. Effectivement, ça tombe toujours au bon moment, mais on est bien dans cette grande stratégie. Il y a une stratégie parfaitement organisée du côté russe. Ça prouve qu'on pense la guerre, et pas uniquement la guerre militaire. On la pense dans tous les domaines, avec des points à acquérir, des résultats à obtenir. Voilà où on en est aujourd'hui. Et en revenant à ce qu'on a dit précédemment, en face, il est où le plan ? Est-ce qu'on est prêt à... Non, pas vraiment. On parle, on fait des communiqués, on fait des réunions, on fait des trains de sanctions, et puis on voit bien que ce n'est pas notre préoccupation première. Notre souci aujourd'hui, c'est quoi ? C'est qu'on ne veut pas que l'Ukraine tombe et que la Russie gagne, pour revenir à des termes qui ont déjà été évoqués. Le problème, c'est que jusqu'à quand allons-nous éviter que l'Ukraine tombe ? Il faut quand même bien poser la question. Quand on a un ministre de la Défense ukrainien la semaine dernière ou il y a 3 jours qui évoque quand même que pour 2026, il a besoin d'un budget de 100 à 120 milliards d'euros, ça fait quand même réfléchir en termes du coût de la guerre. Alors vous réagissez sur ces partis politiques qui disent en gros on ne veut pas y aller et que nous sommes trop bellicistes. Je crois qu'il y a une autre question beaucoup plus importante, c'est qu'on ne veut pas envoyer nos enfants faire la guerre en Ukraine demain. C'est ça le truc. Et ça vous ne pouvez pas l'éviter aujourd'hui. Nous sommes une société qui est devenue pacifiée complètement et on n'est pas prêt à recourir à la force, sauf chez le Black Bloc. C'est les seuls qui sont capables de le faire et autres types de ce genre-là. Juste un petit argument par rapport à envoyer nos enfants sur le front en Ukraine. D'abord, les Ukrainiens ne demandent pas ça. Ce qu'ils demandent surtout, c'est d'envoyer plus d'armes et de leur donner l'autorisation d'utiliser certaines armes produites en Occident, selon ils voudraient utiliser sans avoir l'autorisation d'utiliser ces armes, parce que c'est pas les 20 000 soldats français ou britanniques ou allemands sur le territoire ukrainien qui vont changer grand-chose. Les Ukrainiens, ce qu'ils demandent, c'est d'avoir plus d'armement pour qu'ils se défendent tout seuls. Après, une fois la guerre, s'il y a une paix ou cessez-le-feu, oui, après on peut aller essayer de surveiller cessez-le-feu, mais c'est pas nous qui allons. Les Ukrainiens ne demandent pas à ce que l'on s'engage directement. Aujourd'hui, ils ne demandent pas, c'est vrai, directement. Mais la question, on va quand même vous parler d'équipement. Le problème, c'est que pour tous les équipements qu'on leur donne quand même, ou qu'on leur vende d'ailleurs, il faut aussi des soldats.
Et à la limite, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il y aura suffisamment de soldats ukrainiens demain pour se battre, pour tenir la guerre pendant 2, 3, 4 ans. Nous en sommes là aujourd'hui, nous ne sommes plus à 6 mois en fait. Moi je vois bien une guerre qui va durer en 2026-2027 parce que finalement de chaque côté on arrive à tenir ses positions et on ne veut pas revenir sur la table des négociations. Pour l'instant il n'y a pas les conditions. Et il y a bien un moment où la réalité du terrain, la réalité des hommes sur le terrain, la réalité de l'argent va imposer de l'autre côté un choix. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on soutient quand même, continue à soutenir? Et là, les partis politiques chez nous vont effectivement s'exprimer en disant attendez, on va vous rappeler les 40 milliards de budget, on va vous rappeler les 3 300 pour la France, 3 400 maintenant milliards de dettes. Tous ces problèmes vont entrer en ligne de compte parce que l'Ukraine, pour la France, c'est loin. Oui. C'est loin. Et effectivement, ils ne se sont pas concernés directement pour une partie d'entre nous. Sur nos territoires. C'est exactement ça. En fait, ce qui se passe en Ukraine, c'est notre avenir qui sera décidé. Parce que si Vladimir Poutine met les pieds plus loin que le Donbass, mais de manière ferme, il ne va pas s'arrêter là. C'est la technique du salami. Et puis, on voit bien les sociétés occidentales sont très désunies. Ce qu'il a réussi, par contre, Vladimir Poutine, notamment grâce à la désinformation, c'est un schisme dans nos sociétés. Aujourd'hui, on a beaucoup de violence. En fait, tout ça, c'est quelque chose c'est une stratégie de sa part, et vous avez raison, une stratégie de guerre qui est en Ukraine, une stratégie de guerre hybride dans l'Union européenne. Pourquoi? Parce que, en fait, l'Union européenne, c'est un objectif pour lui. Parce que notre plus grande force, c'est notre union, mais aussi notre plus grande faiblesse, c'est notre désunion. Et s'il arrive à nous désunir entre États ou à nous désunir à l'intérieur de nos États sur divers sujets, notamment la dette, la taxe Zuckman et j'en passe, là, en fait, il a gagné son pari. Et c'est ça qui se joue aujourd'hui, en fait. Ça n'empêche que ça existe quand même. Je pense qu'on a la chance en Europe le fait que l'Ukraine soit entre nous et la Russie et que les Russes finalement soient tombés sur un os. Parce qu'ils seraient tombés sur un pays européen, je ne vais même pas imaginer, et effectivement ils auraient gagné la guerre en une semaine. En 3 jours. En 3 jours peut-être, mais en tout cas ils sont tombés sur l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui arrête, parce que Poutine évidemment avec l'attaque sur l'Ukraine, il ne pensait pas uniquement attaquer l'Ukraine, il voulait rebattre les cartes en Europe et de revenir au degré de puissance au moins qu'avait l'Union soviétique avant son effondrement. C'est-à-dire, c'est l'Union soviétique ou la Russie qui décide de la politique en Europe, qui occupe ou qui a l'influence au moins sur la moitié du continent. Et ils sont tombés sur l'Ukraine et ils sont totalement enlisés. Et c'est pour ça que nos politiques doivent expliquer à notre population que oui, 40 milliards, il y a des chiffres énormes, mais ça risque de nous coûter beaucoup plus si l'Ukraine tombe. Parce que demain, ça sera les pays baltes, la Pologne, la Finlande. Et c'est l'Ukraine qui les arrête aujourd'hui. C'est grâce aux Ukrainiens que la Russie ne peut pas aller plus loin militairement. Oui, la sécurité de l'Europe se joue en Ukraine, c'est ce qu'avait rappelé Emmanuel Macron.